Bon, alors, t'es débutant, t'as envie d'investir en bourse et t'as entendu parler des ETF, t'es sur la bonne vidéo, mon ami, car avec cette vidéo, j'espère t'aider à ne pas commettre cette erreur et perdre 50% de la performance. Car là, ce que tu vois, ce sont deux ETF qui portent sur le même actif et qui ont pourtant eu 50% d'écart de performance sur les 10 dernières années. Alors, comment on va faire pour éviter ça? Je vais te donner ma liste de 6 points essentiels à vérifier sur les ETF pour tout maîtriser et pour y voir un peu plus clair. Parce que c'est vrai que quand tu vas sur un broker classique comme Trade Republic, tu listes toutes les ETF qu'il y a. Il y en a plus de 8000, je crois, sur Trade Republic. Il y en a des milliers, quoi. Et parmi ces milliers, on est vite perdu, notamment pour les débutants. Alors t'inquiète pas, c'est pas compliqué. Je vais te donner 6 points essentiels à vérifier pour faire sa sélection d'ETF. On y va, let's go. Bon, alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un ETF? Parce que oui, hein, peut-être que tu sais pas. Bon, si toi, tu sais déjà ce qu'est un ETF et que pour toi, c'est basique ce que je vais dire, je vais mettre des chapitres dans la vidéo, donc n'hésite pas à sauter le premier chapitre qui dit juste ce qu'est un ETF. Parce qu'il y en a qui savent pas, donc je me dois quand même de dire, vu que c'est une vidéo pour les débutants, ce qu'est un ETF. Un ETF, en anglais, ça veut dire Exchange Traded Fund. Donc en gros, c'est un faux coté en bourse. Voilà, on va pas faire compliqué. Concrètement, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient essayer de répliquer la performance d'un actif. Ça peut être un métal, comme l'or. Donc tu peux avoir un ETF sur l'or, ou ça peut être des actions en bourse. Donc typiquement, un indice boursier comme le CAC 40 ou le Standard & Poor's 500. Le CAC 40 en France, c'est les 40 plus grandes entreprises. C'est l'indice phare en France. Ça vient donc répliquer la performance de cet indice. Tu as aussi des ETF qui viennent répliquer la performance d'un groupe d'actions, hein, d'un thème, ce qu'on appelle des ETF thématiques. Par exemple, un ETF quantique, donc qui va prendre 50 actions dans le quantique, des ETF dans le secteur de la tech, des ETF dans le secteur financier, dans le secteur de la santé. Il y a des ETF à peu près pour tout et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup et c'est pour ça qu'il y a une confusion quand on débute. On ne sait pas sur lesquels investir. Et même quand tu trouves exactement sur quoi tu veux investir, il y a plusieurs ETF. Alors t'inquiète pas, je vais te donner mes 6 points pour pouvoir débuter. On y va. Premier point, c'est tout simplement la composition. Sur quoi tu veux investir? Là, je vais te donner un exemple. Pour t'aider, il faut absolument que tu ailles sur ce site-là, Just ETF. On va faire un exemple ensemble. Admettons que tu veuilles investir sur les actions mondiales. Voilà, toi, tu es un débutant, tu veux pas te prendre la tête. Tu veux juste un ETF qui réplique, on va dire, la performance mondiale des actions des 2000 meilleures entreprises au monde. Voilà, tu t'en fous d'où ça vient, tu veux juste les meilleures. Et donc, tu vas prendre le MSCI World. Là, tu vois que ce site te propose une liste et c'est là que vient la confusion, mais lequel choisir? Alors, comme ce site est bien fait, tu peux cliquer sur le premier. On verra après comment affiner lequel prendre exactement. Tu as cliqué sur l'ETF qui t'intéresse et là, tu veux savoir de quoi il est composé. Tu vas aller tout en bas et ce qui va être intéressant, c'est de regarder la répartition géographique. Dans la section des pays, tu vas avoir la répartition géographique. Donc là, tu vois que tu es à 68% sur les US, à 5% sur le Japon, et ainsi de suite, hein, 1,5% en Australie. Voilà, c'est un ETF monde qui essaye de répliquer la performance des entre 1006 et 2000 meilleures entreprises au monde. Donc forcément, les meilleures sont principalement aux US pour l'instant. Et donc c'est pour ça que tu as beaucoup plus d'US que de Japon, par exemple. Ensuite, tu as la répartition sectorielle. Donc tu vois que tu vas être investi, si tu investis sur cet ETF, à 28% sur la tech et à 15% sur le service financier, à 10% dans l'industrie et ainsi de suite. Et puis là, tu as une idée d'à peu près les entreprises sur lesquelles tu vas investir. Donc si tu investis 1000 euros sur cet ETF, tu vas donc investir 52 euros sur Nvidia, 50 euros sur Apple, 42 euros sur Microsoft et ainsi de suite. Voilà, ça te donne au moins une idée de ce dans quoi tu investis. C'est très important parce que les ETF, c'est pas tous les mêmes, hein. C'est comme si demain, tu me dis, je veux investir dans l'immobilier. Oui, d'accord. Bon, tu veux investir dans quelle ville, dans quel type de logement, type d'investissement? Est-ce que c'est du locatif, du résidentiel? Le premier point, c'est ça, hein, c'est dans quoi tu veux investir avec les ETF. Le deuxième point, ça va être très important, ça va être les frais. Les frais, c'est très très important parce que c'est ce qui va impacter la performance long terme. Alors pour ça, t'en fais pas, je t'ai fait une petite simulation pour te montrer l'impact des frais. On va prendre deux ETF, MSCI Emerging Markets, donc pour les marchés émergents. Le EEM qu'on va comparer à IEMG, pareil, qui vient de iShares, donc BlackRock. C'est BlackRock, c'est le gestionnaire d'actifs, c'est celui qui te propose l'ETF. Les deux sont de l'iShares, mais ce ne sont pas les mêmes ETF. Et pour te montrer une idée des frais,
ici pour l'IEMG, on est à 9% contre 0,72%. Alors tu peux très légitimement penser, quoi, c'est rien, c'est moins de 1%. Tu vas voir, regarde déjà sur 5 ans, la différence de performance, elle est quand même notable, hein, même s'il y a légèrement pas beaucoup de frais. Comme tu peux le voir, 700 euros d'écart pour 10 000 euros investis sur 5 ans. C'est quand même pas rien. C'est les deux mêmes ETF quasiment. Et donc, tu vois l'impact des frais. Là, je voulais te montrer un visuel concret qui te montre l'impact des frais. Donc, les frais, très importants sur le long terme. Là, t'imagines sur 5 ans, déjà, tu as une différence. Alors, imagine sur 20 ans. Alors, troisième point à considérer, c'est la devise dans laquelle tu vas investir. Quand tu investis dans un ETF, par exemple le Standard & Poor's 500, tu vas investir sur le marché américain. Et donc, tu vas sûrement te mettre en dollars. Et donc, il y a un risque de change. Là, comme tu peux le voir, ce sont deux ETF Standard & Poor's 500, l'un qui a été hedgé, qu'on appelle hedge, en euros, et l'autre qui est resté en dollars. Entre 2025 et 2026, comme tu peux le constater, le dollar s'est complètement effondré par rapport à l'euro, ce qui fait que du coup, si tu avais misé sur un ETF SP500 en euros, tu aurais eu une meilleure performance, comme tu peux le voir ici, hein. De plus, facile 10% en un an. Cependant, sur le long terme, je ne te les conseille pas car, d'un point de vue économique, il y a ce qu'on appelle la théorie de parité de pouvoir d'achat. Bon, concrètement, le souci que j'ai moi avec les ETF hedge, c'est que ils sont forcément plus hauts en frais. C'est ce que je te disais dans l'un des points précédents. Les frais sont très importants. Et donc moi, je pense que ça a bien marché là sur 2025-2026 pour l'euro-dollar, mais sur le long terme, tu risques d'être perdant. Comme tu peux le voir là sur les 15 dernières années, l'ETF Edge qui est en vert par rapport à l'ETF dollar qui est en rouge, l'ETF en dollars, il a largement surperformé l'ETF vert. Pourtant, c'est les deux sur le Standard & Poor's 500. Donc, moi, je ferai très attention. En gros, j'utiliserai l'ETF Edge que si j'ai une intime conviction qu'une monnaie va plonger par rapport à l'autre. Mais si tu vois pas de gros changements, tu risques d'être perdant avec les frais qui sont plus élevés sur l'ETF Edge. Quatrième point, et pas des moindres, mon ami, les dividendes, la gestion des dividendes. Alors en fait, là, tu vas avoir deux types d'ETF pour gérer les dividendes. Tu vas avoir les ETF accumulants ou les ETF distribuants, ou accumulatifs, distributifs. C'est selon, hein, c'est la même chose. L'un, donc les accumulants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont récolter les dividendes pour toi et les réinvestir pour toi. L'autre va te verser les dividendes sur ton compte espèce. Alors, d'un point de vue psychologique, c'est super de recevoir des dividendes. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui sont contents, qui montrent des screenshots. Voilà, j'ai reçu 250 euros de mon ETF en dividendes, super. Cependant, pour moi, c'est absolument pas ce que je recommande d'un point de vue fiscal. Pourquoi? Parce que tu y a la flat tax. Donc, à partir du moment où tu touches des dividendes, tu es soumis à la flat tax. Et donc, tu peux moins réinvestir. Et donc, il y a un frottement fiscal qui vient limiter l'effet boule de neige. Et ça, c'est absolument pas ce qu'on veut, hein, parce que quand on est débutant, quand on a du temps devant soi, on veut maximiser l'effet boule de neige et donc pouvoir réinvestir un maximum dans son portefeuille. Et donc, c'est pour ça que je te conseille d'utiliser un ETF ACC, capitalisant, qui va donc réinvestir pour toi ces dividendes. Comme ça, tu ne seras pas soumis à la flat tax et tu vas avoir un effet boule de neige maximum. Cinquième point, ça va être la méthode de réplication de l'ETF. Comme je t'ai dit au tout début de cette vidéo, un ETF vise à répliquer la performance d'un actif. Mais comment il le fait? C'est une question technique légitime. Parce qu'un ETF peut le faire de manière directe, c'est-à-dire par exemple si on prend le CAC 40, acheter les 40 actions, les détenir en portefeuille, les rebalancer comme il faut et revendre ceux qui sortent de l'indice pour acheter ceux qui rentrent. Et donc ça, c'est la méthode par réplication physique. Ou bien il peut y avoir un swap. Alors, ne prends pas peur avec ce terme. Un swap, c'est tout simplement qu'il y a un intermédiaire supplémentaire où, en gros, le gestionnaire d'actifs, BlackRock, Amundi, va venir acheter auprès d'un intermédiaire, une banque, peu importe, qui vient garantir la performance de l'actif. Là, c'est ce que je recommande pas. Pourquoi? Parce que qui dit intermédiaire dit frais plus élevés. Parce qu'il faut, si tu mets un intermédiaire de plus, il faut que tout le monde mange, hein. Et donc, l'intermédiaire, en plus, il va se rémunérer sur toi, plus l'autre intermédiaire. Tu as un intermédiaire de plus, il y a des frais supplémentaires. Donc, je privilégierai toujours les ETF à réplication physique par rapport à un ETF swap. Aussi, pourquoi? Parce que quand il y a un intermédiaire de plus, il y a un risque de contrepartie.
Si la banque, l'intermédiaire que tu ne vois pas, tombe, celle qui est censée garantir la performance de l'actif, tu peux perdre ton argent, en théorie. C'est, je crois, jamais arrivé, mais en tout cas, il y a quand même un risque de contrepartie. C'est pour ça que je ne te le recommande pas. Maintenant, pourquoi ça existe pour ceux qui auraient des questions, mais pourquoi ça existe? Tout simplement parce que je pense que, par exemple, pour les PEA, c'est pas éligible sur certains marchés. Par exemple, si tu veux investir avec un PEA sur le Nasdaq ou le S&P 500, donc sur le marché américain, tu seras obligé de passer par des ETF swap pour que ça passe par une banque européenne ou un intermédiaire européen qui achètera ensuite pour toi l'ETF, enfin l'ETF Standard Poor's 500. Mais bon, si tu es sur un compte titre, autant prendre du coup un ETF à réplication physique, à réplication directe, comme tu peux le voir là sur Just ETF, méthode de réplication physique. Sixième et dernier point à surveiller quand on achète un ETF, ça va être la taille du fonds. Pourquoi c'est important? Tout simplement pour les risques de liquidité. Si le fonds est trop petit, il y a un risque que tu ne puisses pas retirer ton argent quand tu le veux. Typiquement, si le fonds fait moins de 10 millions de dollars d'actifs sous gestion et que toi, ton portefeuille a bien grossi, il dépasse 200 000 euros et que tu veuilles tout retirer pour une raison X ou Y, tu peux être bloqué. Pourquoi? C'est simple en fait. C'est pas magique la bourse. Quand il y a un acheteur, il faut qu'il y ait un vendeur. Et quand il y a un vendeur, il faut qu'il y ait un acheteur. Donc, si toi, tu cliques sur vendre, mais qu'il n'y a personne en face pour cliquer sur acheter, tu ne pourras jamais le vendre. Donc, s'il n'y a pas beaucoup d'actifs sous gestion, il y a forcément moins d'acheteurs, moins de vendeurs sur le marché, ce qui peut poser des problèmes au moment où tu veux vendre. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller sur un ETF qui est au moins de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion. 100 millions, c'est largement assez, sauf si tu as prévu de gagner à l'euro million et que donc tu veuilles tout investir sur un ETF S&P 500 et que tu veuilles ensuite tout retirer, là oui, potentiellement, tu pourrais avoir des risques de liquidité, mais pour le commun des mortels, des gars comme moi et toi, il n'y a pas de souci. Au moins 100 millions, ça fera l'affaire. Donc ça, c'est pareil, sur Just ETF, tu auras cette information. Là, ici, tu vois, taille du fonds, 110 milliards, c'est largement suffisant. C'est un très bon niveau de liquidité. Voilà, donc on a vu les 6 points à regarder pour investir dans les ETF. Je te les récapitule très rapidement. La composition, premièrement, forcément, sur quoi tu veux investir. Est-ce que tu veux investir sur des métaux? Est-ce que tu veux investir sur des actions? Est-ce que tu veux investir dans le quantique, la santé, le marché américain, le marché européen? Bref, déjà sur quoi tu veux investir. Deuxièmement, très très important, les frais. Ne te fais pas ronger ta performance par un ETF qui va te la manger avec les frais. Donc typiquement, tu peux trouver des ETF avec des frais en dessous de 0,1%. Tu vois, moi, je crois que j'ai un ETF à 0,07%. Je crois même qu'il existe des ETF à 0,03%. C'est que dalle. Mais bon, c'est très important sur le long terme. Comme je t'ai montré avec l'exemple entre deux ETF et Emerging Markets, un avec 0,09% de frais et un avec 0,72% de frais, sur 5 ans, tu perds 10% de performance. C'est pas rien. Donc déjà, les frais, c'est très important. Troisièmement, la devise, si tu as peur qu'une monnaie dérape, tu peux te hedger et donc prendre l'ETF dans ta monnaie exprimé en ta monnaie hedgée. Donc là, tu auras explicitement marqué hedge sur l'ETF. Quatrième point, la gestion des dividendes, AC ou DIST pour accumulatif ou distributif. Donc là, comme je t'ai dit, moi, je te recommande le accumulatif pour pas avoir de frottement fiscal quand tu es en France. Et même si tu n'avais pas de frottement fiscal, c'est tout simplement plus simple que l'ETF le gère toi lui-même plutôt que toi, plutôt que d'avoir à réinvestir toi-même. 5, la méthode de réplication, physique ou swap. Moi, je te recommande le physique. Pourquoi? Parce que comme ça, il y a moins de risques de contrepartie et souvent, les frais sont moins élevés. Donc, un risque en moins avec des frais en moins, moi, je prends. Et 6, enfin, la taille de l'ETF. Là, toujours pareil, sur le niveau de risque, pour les liquidités, si tu as besoin de vendre un jour une grosse somme, c'est toujours mieux d'être sur un gros ETF. Comme ça, tu appuies sur le bouton vendre et tu as directement la somme. Tu te poses plus la question. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé à faire le premier pas, au moins si tu es un débutant qui se pose des questions et qui est un petit peu submergé par tout ce qu'on peut voir sur les réseaux et notamment quand on va sur Trade Republic, quand on fait défiler comme ça la liste des ETF, c'est juste énorme, on sait même plus lequel choisir. J'espère que ces 6 critères vont t'aider à faire ton choix. Je ne fais pas de conseil d'investissement, mais par contre, j'ai pu t'exposer les 6 points principaux à regarder pour moi quand on est un débutant, pour pas se tromper et pas faire comme ce que je t'ai montré en tout début de vidéo, perdre 50% de la performance parce que tu as plus
Tu as cliqué sur le premier qui venait, tu savais même pas ce que ça voulait dire hedge. Et donc, tu t'es planté et tu t'as perdu 50% de la performance. Donc, si ça t'a plu, bah, un petit like, tu t'abonnes, tu me mets un commentaire aussi. Ça m'intéresse de savoir dans quel ETF tu investis. Quelles sont tes craintes, tout simplement? Qu'est-ce qui t'empêche d'investir? Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo. Si tu as certaines peurs, certains points, certaines zones d'ombre, je pourrais peut-être en faire une autre vidéo. Voilà, allez, à plus pour la prochaine vidéo.